Les chemins de l'amour, le podcast qui te propose d'explorer l'amour sous toutes ses dimensions. Je m'appelle Nathalie et je suis thérapeute holistique. Je t'accompagne dans les moments clés de ton existence et particulièrement ceux qui viennent te bousculer fortement. Ma mission ? Te partager des enseignements, des expériences qui sont autant de clés de compréhension et de reconnexion à l'amour inconditionnel qui vibre en toi. Et à travers cela, donner un vrai sens à ta vie et la kiffer même les jours off. Alors go, yalla pour la plus intense et la plus vibrante des expériences. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne pouvais pas commencer ce podcast sur le thème de l'amour sans te raconter un peu plus en détail ce qui était le déclencheur et le moteur de cette rencontre avec moi-même et avec l'amour inconditionnel que je portais en moi sans le savoir. C'est vrai que j'ai commencé à te donner quelques pistes dans l'épisode précédent, mais il me paraissait indispensable que tu puisses mieux comprendre pourquoi je suis là, aujourd'hui, à te parler d'amour et d'amour inconditionnel avec autant de passion et de conviction. Alors, bien sûr, tout ce que je vais te partager, c'est le fruit de mes expériences, de mes connaissances et de mes recherches, mais ce n'est en aucun cas une vérité universelle. Alors, ce que je te propose, c'est de ne garder que ce qui résonne en toi, et si tu le souhaites, tu peux interagir avec moi par mail ou via mes réseaux sociaux. Il y a une autre chose aussi que je voulais te dire, c'est que j'ai décidé d'associer ma newsletter à ce podcast. Dans cette newsletter, je te proposerai d'aller encore plus loin dans le thème du podcast en te partageant des photos, des vidéos, des liens, des lectures, du contenu bonus écrit ou audio. Enfin voilà, ce sera vraiment le complément de ce podcast. Donc si tu souhaites t'inscrire à cette newsletter, tu vas sur notre site neofim.com à l'onglet newsletter et tu t'inscris le plus rapidement possible pour avoir dès lundi prochain le bonus par rapport à cet épisode. Avant de te parler de cette histoire complètement folle, je tiens à te redire, parce que je te l'ai déjà dit, ça je le sais, mais ça me paraît vraiment important pour moi de le préciser et d'insister là-dessus, c'est que cet amour inconditionnel, tu le portes toi aussi en toi. Mais c'est vrai qu'il est possible que tu l'aies toujours imaginé comme quelque chose d'inaccessible, ou de très complexe, ou réservé à des personnes très éveillées. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas le cas. C'est en toi. Pour moi, c'est vraiment la présence du divin et tout être vivant sur cette planète porte cette présence en lui. Donc on va vraiment, à travers ces épisodes, se reconnecter à cet amour inconditionnel et tu vas voir que c'est vraiment un vrai cadeau de la vie, c'est quelque chose qui va te permettre de te réaliser totalement, de te sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus en sécurité. Enfin bon voilà, je ne vais pas te refaire la liste, mais je t'assure qu'elle est longue. Je voulais aussi te demander d'écouter donc cette histoire que je vais te raconter avec ton cœur, parce qu'elle sort complètement du cadre dans lequel nous vivons et qui peut, c'est vrai, parfois modifier notre perception des choses. Donc je te raconte cette histoire d'A, et je te dirai à la fin pourquoi je n'ai pas écrit amour, mais plutôt A majuscule, mais patience. Donc nous nous sommes rencontrés en 2015 d'une façon assez ordinaire, puisque lui travaillait dans un salon de thé, il était serveur, et moi j'étais la cliente. Ce qui n'était pas, c'était notre situation. Déjà, je l'ai rencontré en Tunisie, et je vivais en France, et puis nous avions une différence d'âge. Et, peut-être que tu t'en doutes déjà, c'était moi la plus âgée. Donc c'est pour ça qu'au début, l'idée d'une relation amoureuse ne nous a même pas effleuré l'esprit. Malgré tout, nous avions senti que nous avions une forte sensibilité en commun et aussi quelque chose de l'ordre de la complicité entre deux personnes qui se connaissent déjà mais qui ne s'étaient jamais croisées auparavant. Tu sais, cette sensation de « mais en fait, c'est comme si on avait déjà vécu ensemble et pourtant je ne le connais pas ». Eh bien, c'était de cet ordre-là. Donc nous avons commencé à échanger tous les jours, au début de simples mots, car il ne parlait pas très bien le français et moi pas du tout l'arabe. Et puis nos échanges ont continué comme ça pendant plusieurs mois. Alors c'est vrai qu'après c'était via les réseaux sociaux, puisque moi j'étais rentrée en France et je suis revenue une fois ou deux en Tunisie, mais c'est vrai que c'était principalement sur les réseaux sociaux.
Alors, si tu ne me connais pas encore vraiment, ou si tu ne connais pas mon histoire avec la Tunisie, je t'invite à écouter l'épisode hors série numéro 2 de mon podcast Une année magique pour tout changer. Je te mettrai le lien dans la description et dans la newsletter. J'ai un lien très très fort avec ce pays puisque j'étais vraiment mal en point physiquement, j'étais dans un fauteuil roulant, j'avais des gros soucis alimentaires, enfin j'avais plein de problèmes et c'est, je dirais, dans ce pays et grâce à ce pays que j'ai réussi à retrouver mon autonomie et à sortir de cette situation qui était vraiment extrêmement difficile à vivre. Donc si tu veux comprendre encore mieux cette histoire, tu peux aller écouter cet épisode. Donc c'est vrai que pendant tous ces mois où j'étais en France, même si j'étais venue une fois ou deux en Tunisie, on se voyait comme ça ponctuellement, mais il n'y avait aucune ambiguïté entre nous. On était juste heureux de cette complicité et de ce lien que nous ne cherchions même pas à définir, mais c'est vrai qu'il prenait de la vigueur de jour en jour. Donc à ce moment-là, on était bien loin d'imaginer ce qui allait se passer et les conséquences que cela allait avoir dans nos vies respectives. Puis vient le moment où je décide que j'ai quelque chose à vivre en Tunisie. Donc c'est vrai que c'est lié à cette histoire dont je te parle, cette histoire d'autonomie retrouvée, de santé. Et puis il y a aussi autre chose de l'ordre de l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure dans ce pays. Donc j'avais vraiment le sentiment que si je voulais me reconstruire, c'était ici et pas ailleurs. Et j'ai l'opportunité de pouvoir louer un appartement dans lequel je vais venir régulièrement. En venant régulièrement ici, j'arrive à me remarcher de mieux en mieux, j'arrive à renager, je commence aussi à remanger normalement, je sors, je danse, j'ai vraiment le sentiment de renaître peu à peu à moi-même. Et ça, je me souviens de ce moment, c'était vraiment magique. Lui, il est présent, mais reste assez discret. On se voit de temps en temps, mais rien de plus. Et à ce moment-là, je peux clairement dire que c'est une très belle histoire d'amitié, mais rien de plus. Un jour, je lui propose de louer une voiture et de partir en road trip à travers la Tunisie. Parce que c'est vrai que je ne connaissais qu'Hammamet et Tunis, et j'avais vraiment envie de découvrir la ville de Kérouan, l'île de Djerba, enfin voilà, plein d'endroits comme ça merveilleux en Tunisie. Pour autant, je ne pouvais pas le faire seule puisque je n'étais pas en capacité encore à ce moment-là de conduire sur des longues distances. Donc, je lui propose de venir avec moi et de conduire et puis de partir ensemble 4 jours. Et ces 4 jours qu'on a appelés après nos 4 jours de folie parce qu'on a fait 1200 km en 4 jours. Pour moi, c'était un véritable exploit puisque je n'avais pas fait des distances aussi importantes, même en tant que passager, depuis, 5 ou 6 ans. Et puis aussi parce que ce qu'on a vécu pendant ces 4 jours, même encore aujourd'hui, en fait, on a du mal à mettre des mots dessus, quoi. C'était complètement inhabituel. On n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Il y avait quelque chose de l'ordre du magnétisme, de l'attraction. Mais ce n'était pas une attraction d'ordre sexuel, c'était vraiment une attraction d'ordre énergétique. Donc, on a vécu ces 4 jours intensément. On était très connectés à nos émotions. On se laissait un petit peu porter par ce qui se passait. Mais en rentrant, on s'est retrouvés à nouveau confrontés à la réalité. Et la réalité, c'est que nous avions quand même 20 ans d'écart. Alors, ça pourrait encore passer si c'était lui le plus âgé, mais là, c'était le contraire. Et tu sais comme moi comment la société qualifie une relation entre une femme plus âgée et un homme plus jeune. Donc, imagine si en plus cet homme est tunisien et la femme française. Donc, on était complètement bloqués par ces croyances liées aux conventions sociales et qui faisaient aussi partie de notre éducation parce que lui comme moi, dans l'éducation qu'on avait reçue, c'était quelque chose qui ne se faisait pas, qui n'avait pas de sens. Donc on était très déstabilisés par ce qu'on vivait, incapables de regarder en face ce qui se passait entre nous parce que trop conditionnés par notre éducation et la société dans laquelle nous vivions. Donc je suis repartie en France et puis plusieurs mois se sont écoulés et peu à peu, j'ai pris conscience de ce qui était une évidence, quoi. Mes sentiments, en fait, étaient beaucoup plus forts que je ne voulais bien me l'avouer et je ne pouvais plus lutter contre ça, quoi. Ça n'avait aucun sens logique ni cartésien, c'était inexplicable et pourtant, moi, j'essayais de me raccrocher à une forme de bon sens, quoi. J'essayais de
de mettre des mots, de comprendre ce qui se passait, mais je n'y arrivais pas et j'étais dans un état de confusion totale. Et puis un jour, je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête. Et avec le recul et toute l'intuition que j'ai développée, la médiumnité, toutes ces choses-là, je me rends compte qu'en fait, ce jour-là, c'est un petit peu, vous savez, comme si on m'avait mis une petite tape dans le dos en disant « Allez ma cocotte, tu n'as plus le choix, tu vas le faire parce que tu dois le faire, quoi, tout simplement. » Donc, je lui ai envoyé un message, en lui avouant mes sentiments, quoi, tout simplement. Et là, il m'a répondu qu'il était l'homme le plus heureux du monde. Il avait encore un français très approximatif, mais je me souviens très très bien de cette expression. Et je crois que l'un comme l'autre, à la fois on était effectivement les personnes les plus heureuses du monde, du moins c'est ce qu'on ressentait, mais en même temps je pense qu'on était complètement perdus, on se disait mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc notre histoire, elle a réellement démarré lors de mon voyage suivant, quelques semaines plus tard. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que à ce moment-là, j'avais quitté mon domicile et mon conjoint plusieurs semaines auparavant. Je vivais de gîte en France en attendant de trouver un logement. Donc, j'avais ma voiture, mes 3 chats. Une de mes filles était avec moi et voilà, on allait de gîte en gîte comme ça avec nos chats. Et vraiment, à ce moment-là, je me souviens très bien que je traversais tempête sur tempête. Ça faisait plusieurs mois que je vivais ça et je prenais des décisions radicales les unes après les autres, laissant mon entourage dans un profond désarroi. Et aujourd'hui, j'en suis encore désolée, mais j'étais vraiment portée par un élan que je ne contrôlais pas, quoi. Et je me souviens très bien qu'à cette époque-là, j'étais allée voir une psychologue parce que j'avais besoin de comprendre, tout simplement. Sauf que ce type de relation, je pense que c'est très difficile de le comprendre à travers des mots, à travers une compréhension mentale. Ça va être plutôt une perception du cœur, une perception à travers nos ressentis. Et je me souviens avoir dit à cette psychologue, mais j'ai pas choisi en fait. J'ai pas choisi cette relation. Et elle m'avait répondu, mais madame, sur un ton très sec, je me souviens encore très bien de ça, mais madame, on choisit toujours ces relations. Et en même temps, aujourd'hui, je comprends sa réaction. Je comprends parce que ce que je lui racontais était complètement abracadabrant, quoi. Et puis, j'étais complètement perdue aussi. Donc, elle est partie de ce qu'elle savait, de ce qu'elle comprenait avec son mental. Et elle ne pouvait pas avoir la même perception que moi des choses. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est mon fameux mantra du pardon. J'ai fait du mieux que j'ai pu au moment où je l'ai fait, avec ce que j'avais. Ça, je vous en ai déjà parlé, je crois. Mais ce que j'avais à l'époque, c'était cette confusion, c'était cet élan qui me poussait à vivre cette relation, à vivre ce lien, à vivre cet amour. Mais je n'avais pas le reste pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir comprendre à travers mon cœur ce qui se passait. Donc oui, ces décisions, elles ont blessé des personnes de mon entourage. Et j'étais moi-même emportée par ce qu'il se passait. J'essayais autant que possible de limiter les dégâts, mais bien évidemment que je n'y arrivais pas. Et à côté de ça, il y avait la puissance de cet amour qui nous déconcertait totalement, mais par lequel on était complètement embarqués, quoi. Donc ça, c'est déjà une première chose que je souhaite te transmettre à travers ce podcast, c'est que lorsque l'on écoute son cœur réellement pour la première fois, eh bien oui, notre vie peut prendre une dimension totalement surréaliste. Et en même temps, eh bien, tu vas sentir au fond de toi que c'est ça que tu as envie de vivre et que tu dois vivre même. Mais effectivement, il va falloir que tu acceptes de lâcher prise et de faire confiance. Et ça, vraiment, c'est pas franchement le plus facile. Donc 5 années se sont écoulées et avec elles des moments vraiment merveilleux, magiques, que je n'avais jamais vécu auparavant, avec une connexion mais incroyable, mais aussi de nombreux défis. Et on avait appelé ça nos dos d'âne, parce qu'en Tunisie, il y a énormément de dos d'âne sur les routes. Donc voilà. En fait, on avait notre vocabulaire à nous parce que lui a appris le français avec moi, moi j'ai appris l'arabe avec lui et on avait fait une espèce de mix de tout ça. Donc voilà, on avait nos petites expressions à nous. Donc nos dos d'âne, eh bien, c'était notre différence d'âge, bien évidemment, parce que il a fallu l'assumer. Alors lui, il a assumé beaucoup plus rapidement que moi, mais moi, ça a été quand même très compliqué.
Et je me souviens que je regardais régulièrement les femmes d'une trentaine d'années en me disant mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré plus tôt? Pourquoi je vis ça que maintenant? Et puis voilà, et puis à un moment donné, il a fallu accepter ça et puis se défaire de cette image-là. Il y a eu aussi cette différence de culture parce que oui, nous ne venions pas du tout de la même culture, donc ça pouvait parfois poser problème. Il y avait des choses qui étaient évidentes pour lui, pas pour moi, et inversement. Donc on était quand même amené à communiquer beaucoup par rapport à ça. Ça a créé parfois des petits conflits, des incompréhensions. Donc voilà, ça nous a pris aussi du temps. Il y avait nos disputes et nos incompréhensions liées à tout couple. Tout couple vit des moments de friction comme ça. Il y avait aussi le côté illégal de notre situation parce que quand nous vivions en Tunisie, nous vivions dans le même appartement et ce n'était pas légal. Donc c'est vrai que nous n'avons jamais eu de problème par rapport à ça, mais nous aurions pu en avoir. Et d'ailleurs, pour les grands déplacements, nous avions l'obligation de déclarer au poste de police qu'il était avec moi, quoi. C'est un peu surprenant. Moi, je sais que moi qui ai un grand besoin de liberté, d'indépendance, je vivais la chose assez mal. Ce qui fait que plusieurs fois, soit on l'a pas fait, soit j'annulais le déplacement parce que vraiment, je comprenais pas ça. Ça, c'est quelque chose jusqu'au bout que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Mais voilà, c'était comme ça et on vivait dans une société qui avait des règles. Donc on essayait tant bien que mal de suivre les règles, mais parfois c'est vrai qu'on a été amené aussi à les enfreindre. Voilà, avec les risques que ça pouvait comporter, et surtout pour lui d'ailleurs. Il y avait également la distance parce que moi je revenais régulièrement en France et puis il y a eu toute la période où j'ai eu mon cancer, où je me suis fait soigner en France. Et ça, c'était pas évident à gérer non plus parce que plus on avançait dans notre histoire, plus cette distance était difficile à vivre. Mais bon, voilà, on avait accepté cette situation, donc on faisait avec, on composait avec. Comme je viens de vous le dire, il y a eu mon cancer et puis son accident. Il a eu un accident et en plus, c'était au moment où j'étais en pleine séance de radiothérapie, donc je ne pouvais absolument pas revenir en Tunisie. Cet accident, il en est sorti indemne, mais il a eu la peur de sa vie, il s'est vu partir. Et je me souviens à ce moment-là avoir pensé, mais c'est incroyable, parce que dans mon esprit, c'est moi qui dois partir la première, et c'est lui qui a failli partir. Et c'est une preuve de plus que la vie vous dit, mais sors de ces conditionnements, sors de ces raisonnements conventionnels. Il n'y a pas de choses établies, il n'y a pas de choses écrites, de règles écrites. C'est à vous d'inventer votre histoire. C'est pas à la société de le faire. Et là, c'est clairement ce qu'on comprenait à ce moment-là. Moi avec mon cancer, lui avec son accident, tous les deux, on a frôlé la mort au même moment. Donc la vie venait nous dire, la vie, Dieu, l'univers venait nous dire, mais vivez votre histoire. On vous demande juste de la vivre, c'est tout. Donc c'est vrai que dès le début, nous avons fait le choix de vivre notre histoire au jour le jour sans nous projeter, mais je pense qu'au début, c'était plus parce qu'on ne voulait pas voir justement tous ces préjugés, tous ces regards jugeants qui se portaient sur nous. Mais peu à peu, en fait, on a compris que non, c'était vraiment comme ça qu'il fallait le vivre parce que, voilà, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de règles et qu'on sentait ce lien vraiment très très puissant. On sentait qu'à travers lui, il y avait quelque chose à vivre pour nous, certes, mais au-delà de nous aussi. Alors il y a quand même un point dont je dois vous parler parce qu'il va être déterminant pour la suite. C'est que lui a toujours eu le désir d'avoir des enfants et moi j'étais à un âge à l'époque déjà où ça n'était plus possible pour moi. Donc en fait, dès le début, ça avait été clair entre nous que nous nous quitterions un jour pour qu'il puisse fonder sa propre famille. Le problème, c'est que le temps passait et que cette promesse que l'on s'était faite, elle finissait par nous embarrasser autant l'un que l'autre. Moi, j'étais dans ma peur de l'abandon, et lui, en fait, à chaque fois que j'abordais le sujet, il fuyait la discussion parce que il se sentait tiraillé de plus en plus entre son amour pour moi et son désir de paternité. Donc là, on commençait vraiment à la fois à sentir que notre lien allait bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer, mais aussi les limites de cette relation que nous avions créée. Et un jour, il me dit « Nous avons le même cœur.
Alors c'est pareil, c'était ses expressions à lui que j'adorais. Alors c'est vrai que c'était plus lui qui parlait français que moi arabe. Et du coup, il avait des expressions parfois très belles parce que très imagées. Et quand il m'a dit nous avons le même cœur, eh bien oui, c'était vraiment ça en fait. On ressentait quelque chose de l'ordre de la gémellité. C'est vrai que si tu connais le lien de flamme jumelle, tu vas penser peut-être à ça. Si tu ne connais pas, j'en parlerai dans un prochain épisode. Et effectivement, on est dans une relation où on se sent relié énergétiquement et au niveau du cœur. Mais mettre un mot sur notre relation, ça ne me paraît pas forcément indispensable. Ce que je sens vraiment, et même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Et quand je te disais tout à l'heure que cette relation, elle n'est pas que pour nous, eh bien, c'est ça que j'entends dans cette idée de sacré. C'est qu'à travers cette relation, je pense clairement qu'il y a un message à transmettre à la société, à l'humanité. Je ne sais pas encore très précisément lequel, je commence un petit peu à le deviner, mais ça, je t'en reparlerai aussi. Mais voilà, pour moi, c'est ça, c'est vraiment de cet ordre-là. Donc, relation de flamme jumelle, relation karmique. De toute façon, oui, on est dans quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pas forcément utile de mettre des mots dessus. Ce qui est utile, c'est de comprendre avec son cœur, à travers ses ressentis, ce que cette relation vient nous apprendre et ce qu'elle nous demande de concrétiser à travers ça. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a rien d'égotique quand je parle de sacré. Sacré ne veut pas dire mieux, supérieur ou élu ou je ne sais quelle autre chose qui pourrait donner un sentiment de supériorité. Sacré, ça veut dire pour moi d'une certaine façon qu'on ne contrôle pas vraiment la situation. Un petit peu ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ce qui est difficile à comprendre pour les gens qui sont dans notre entourage. Et je peux l'entendre tout à fait. Sacré, ça veut dire aussi que on va vivre des choses qui nous dépassent complètement et que notre meilleur allié, ça reste la confiance. Et vivre une relation sacrée, ça demande aussi à être très 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 ancré. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable parce que effectivement, sinon, on peut perdre pied complètement. Alors dans la newsletter, je te partagerai l'histoire d'Odette. Odette, c'est une patiente que j'ai eue lorsque j'étais infirmière et qui a vécu une relation sacrée, mais incroyable. C'était magnifique. J'ai assisté à ça il y a une quinzaine d'années et je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai eu la chance qu'elle me partage cette histoire, parce qu'elle l'a partagée à très 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 peu de monde dans son entourage, puisque personne ne comprenait de la même façon. Et voilà, aujourd'hui je sais pourquoi j'ai eu cette chance-là. Donc je te mettrai le lien dans la newsletter et tu verras que c'est une histoire absolument magnifique. Donc j'en reviens à la mienne, à mon histoire. Début 2020, donc le Covid arrive et ça commence à venir fragiliser notre relation parce que soit mes voyages sont annulés au dernier moment, soit j'ai ce problème de vaccination puisque je ne veux pas me faire vacciner et que très rapidement la Tunisie impose la vaccination. Du coup, je patiente en espérant une amélioration, mais une amélioration qui n'arrive pas. On commence à se sentir épuisé par cette vie. C'est vrai qu'on voulait quelque chose de simple, de léger, et puis peu à peu, ça s'avère éprouvant au fil du temps. Et puis on sent que voilà, cette façon de vivre notre relation, elle ne nous correspond plus vraiment. Et de son côté, je sens quelque chose d'inhabituel s'installer. Un mal-être grandissant et beaucoup, beaucoup de stress. Et puis, un soir de mai 2021, nous nous sommes appelés et là, le coup près est tombé. En fait, il subissait une très forte pression familiale depuis plusieurs jours ou peut-être même plusieurs semaines parce que je pense que ce stress que je sentais en lui, c'était ça. Et on lui imposait de choisir entre eux avec une vie de famille, avec une femme de son âge et de sa culture, ou moi. Et en fait, je ne suis même pas sûre qu'on lui ait laissé le choix. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un chantage affectif très très fort et je sais que parfois ça peut aller très loin. Donc, ma réaction immédiate, c'était de me retirer parce que pour moi, le choix était impossible. Il n'y avait pas à choisir. En plus, nous avions cet accord que nous avions conclu ensemble au début de notre relation. Donc, lui imposer ce choix, pour moi, c'était ne pas être honnête, ne pas respecter cet accord que nous avions conclu ensemble. Du coup, c'était le moment de le laisser vivre sa vie sans moi. Mais je peux vous dire que les heures et les jours qui ont suivi ont été totalement surréalistes.
J'étais mais dans une douleur extrême. Je cherchais désespérément à comprendre avec ma tête. Et à côté de ça, mon cœur hurlait que c'était du grand n'importe quoi. Je le sentais aussi mal que moi, voire plus, parce que lui avait cette culpabilité qu'il portait en lui. Moi, je me sentais trahie, je me sentais rejetée, j'étais dans la colère. Et parfois, la colère, ça vous donne une force qui vous maintient la tête hors de l'eau. Lui n'avait pas cette colère et je le sentais sombrer beaucoup plus que moi. Après quelques tentatives de conversation pansement, c'est-à-dire qu'on essayait de se parler, on essayait de trouver des mots pour réconforter l'autre, c'était c'était beaucoup du grand n'importe quoi. Un jour, il a fini par craquer complètement et je sentais que sa douleur était tellement vive que pour lui comme pour moi, il valait mieux couper totalement la communication. Et donc, c'est ce que nous avons fait pendant plusieurs mois. Plusieurs mois pendant lesquels, au début, je flottais à la surface de l'eau, sans sombrer, certes, mais j'arrivais pas à en sortir non plus. C'était mon travail qui me permettait de tenir le coup, mais mon corps me lançait des signaux d'alerte, et puis un jour, il a fini par craquer, épuisé par ce rythme trop soutenu que je lui imposais. Donc j'ai eu 2 alertes cardiaques qui m'ont obligée à stopper complètement mon activité, et quelques semaines plus tard, c'était la débâcle financière qui arrivait. Et ça, de la même façon, je te l'ai partagé dans l'épisode 65 d'une année magique pour tout changer. Je te mettrai aussi le lien dans la newsletter. Donc voilà, je me suis retrouvée dans une situation extrême de dépouillement total. Pour moi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir absolument tout perdu. Mais à ce moment-là, j'ai quand même cette petite lueur en moi et je comprends que quoi qu'il arrive par la suite, je dois absolument faire un travail de complétude pour renaître à moi-même. La complétude, en fait, ça veut dire que tu réponds en priorité à tes propres besoins, à commencer par ceux d'amour. Et que tu ne vas pas chercher systématiquement cet amour à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors c'est vrai, je vais être honnête, que c'est le travail le plus difficile que j'ai eu à faire sur moi. Il m'a fallu de la patience, beaucoup de patience. Il m'a fallu revoir mes besoins, mes valeurs, mes limites. Il m'a fallu laisser partir ce qui doit partir et l'accepter. Ne plus résister à tout prix, mais plutôt se dire que l'univers, ou Dieu, comme tu veux, choisit toujours le meilleur pour toi, même s'il ne te fait pas passer par le chemin que tu souhaites. Donc là, clairement, ce n'était pas le chemin que j'avais choisi. On est d'accord. Et la douleur a été vraiment immense. Mais c'est cette même douleur qui m'a ouverte à moi, qui m'a reconnectée à cette parcelle de divinité que je porte en moi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment senti ce message de l'ordre de « c'est toi et toi seul qui va te reconstruire ». Oui, tu as fait beaucoup de choses exceptionnelles auparavant. Oui, tu as déjà accompli des choses incroyables. Mais tu n'es pas allé jusqu'au bout du processus. Et là, tu dois faire ce chemin, c'est impératif. C'est comme ça que tu vas te sortir de cette douleur. Alors oui, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pardonné, j'ai travaillé sur mes blessures. Je suis tombée plusieurs fois, mais je me suis relevée petit à petit en me donnant beaucoup de douceur et d'attention, mais surtout beaucoup d'amour. Et j'ai fait ce travail-là sur plusieurs semaines. Je ne lâchais rien. Une de mes filles adorables me disait « Mais maman, il faut que tu retrouves quelqu'un. Pourquoi tu ne veux pas rencontrer une nouvelle personne ?» Et je lui disais « Non, quoi qu'il arrive, que je le retrouve lui ou un autre, je veux absolument aller jusqu'au bout de ce travail, même si ça me prend des années. » Et j'avais cette détermination, mais tu n'imagines pas à quel point. Un jour d'octobre 2021, alors ce qui est drôle, c'est que j'avais manifesté le matin auprès de mes guides du soutien et des messages de réconfort. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je n'étais pas au mieux de ma forme parce que ma situation, que ce soit côté santé ou côté financier, était vraiment mal en point. Et donc, ce jour d'octobre 2021, en début d'après-midi, j'étais allongée sur mon lit en train de méditer, en écoutant du Coran psalmodié, c'est-à-dire chanter, parce que ça me permettait de me reconnecter à cette énergie que je ressentais en Tunisie. J'étais donc sur mon lit, et là le téléphone sonne. Et je vois son nom sur l'écran du téléphone. Alors là, je te laisse imaginer mon cœur qui s'est mis à battre à 1000 à l'heure. J'étais entre le bonheur, la stupéfaction et l'inquiétude intense.
la première chose qui m'est venue, c'est « Oh mon Dieu, mais j'espère qu'il lui est rien arrivé, vraiment ». Donc je décroche, et c'est quand même bien lui à l'autre bout du fil. Il me parle avec beaucoup de douceur, il me demande des nouvelles. Et puis là, il commence à me dire qu'il m'appelle pour me proposer quelque chose. Donc mon cœur battait encore plus vite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me proposer? Et puis il mettait beaucoup de temps à amener cette fameuse proposition. Donc j'étais vraiment très stressée. Et là, il finit par me dire, je veux t'offrir ton billet pour que tu puisses venir en Tunisie parce que je sais que c'est très important pour toi. Et là, vraiment, je suis restée sans voix, quoi. C'était un cadeau immense, quoi. Immense parce que à ce moment-là, je n'avais absolument pas la possibilité de me payer ce billet. L'appartement, c'était lui qui payait le loyer à l'époque parce que moi, je ne pouvais plus participer. Et puis, voilà, quoi. C'était incroyable qu'après tant de mois de silence, après cette rupture, il me fasse cette proposition. Donc, j'ai à peine réussi à lui murmurer entre deux larmes qui coulaient « Je te remercie beaucoup et j'accepte ». Mais ce que je lui ai dit juste derrière, c'est « Je ne peux pas venir tout de suite ». Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce que je ne voulais pas le revoir sans avoir fini ce travail de complétude. Je savais qu'il était important que je n'ai plus aucune attente au moment où je serais en face de lui. Et du coup, ça m'a pris 2 mois de plus. Et fin décembre, j'ai senti que j'étais prête, donc je l'ai appelé, je lui ai dit c'est bon, tu peux acheter mon billet. Et je suis arrivée mi-janvier là-bas. Il est venu me chercher à l'aéroport et là, nous nous sommes retrouvés. Alors quand je dis retrouvés, c'est que notre lien était toujours aussi fort, mais voilà, notre relation restait à reconstruire et différemment parce que nous ne repartions plus sur les mêmes bases. Donc nous avons passé 5 semaines ensemble dans notre appartement. Mais c'est vrai que c'était pas comme avant. Enfin, c'était comme avant pour la connexion, la complicité, l'amour. Mais ce n'était pas comme avant parce que, en fait, il y avait ce chemin que nous avions fait tous les deux de notre côté, respectivement. Et cette complétude sur laquelle j'ai travaillé moi, lui, il a été obligé aussi de travailler là-dessus, quoi. Donc, ce qui était très drôle, c'est que, on s'est posé le premier jour sur le canapé et puis il m'a dit, vas-y, pose-moi toutes les questions que tu veux me poser par rapport à cette rupture. Et là, je n'avais aucune question. Et je n'avais aucune question parce qu'en fait, les questions que j'avais sur le moment, et je vous assure, sur le moment, j'en avais un paquet, elles étaient liées à mon ego, à mon mental qui était paniqué, qui cherchait à comprendre et non pas à vivre ce qui se passait et à accepter la situation pour pouvoir évoluer à travers cette épreuve. Ces questions, elles n'existaient plus. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'en fait, on ne se l'était pas dit au début, mais on se l'est dit à la fin. Avant que je vienne, on pensait tous les deux juste se voir de temps en temps, quoi. Et ce moment à l'aéroport, il était déterminant parce qu'on a ressenti tous les deux cette attraction énergétique, magnétique. Le lien, il était toujours aussi fort. Mais c'est vrai que ce qui était différent, c'est qu'il y avait une immense fluidité dans nos rapports. Je pense que on avait réussi enfin, au bout de 6 ans, à faire taire nos égos respectifs. On n'avait plus de peur, donc plus de questions. Alors il y avait aussi quelque chose qui caractérisait beaucoup notre relation, c'est que nous sommes 2 êtres très indépendants. Donc ça, c'était vraiment chouette parce qu'on respectait vraiment l'indépendance de l'autre. Mais on sentait quand même qu'au bout d'un certain temps... si on n'avait pas de nouvelles de l'autre, il y avait besoin quand même de reprendre contact, de dire t'es où, tu fais quoi, etc. Et là, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que pendant ces 5 semaines, on était un peu comme 2 colocs, donc on n'avait pas de compte à rendre à l'autre, mais par contre, on était tellement heureux de se retrouver, quoi. Et ça, mais vraiment, c'était magique. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, pendant ces 6 années, on s'exprimait énormément notre amour à travers des mots. Alors bien sûr, comme on parlait beaucoup via les réseaux sociaux, via les messageries privées de réseaux sociaux, c'était notre façon à nous de le faire. Mais on utilisait beaucoup de petits mots doux, de choses comme ça. Et depuis que l'on s'est retrouvés, en fait, plus du tout. Voilà, il n'y a plus de je t'aime, il n'y a plus de choses comme ça. Mais ce qui est très surprenant,
c'est qu'en fait, c'est comme si on se le disait vibratoirement parlant. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais je sens quand il me le dit et il sent quand je lui dis. Et, et en fait, c'est aussi très inhabituel de communiquer comme ça. C'est pas quelque chose que l'on a appris à faire ou que l'on sait faire ou voilà. Et là, c'est clairement ça. Et je me souviens que quand on s'est retrouvés, parfois par réflexe, j'avais envie de lui dire. Mais tu vois, c'était par réflexe. Et c'était peut-être pour dire, tu vois, je t'aime, pour rassurer en fait. Et c'est toujours lié à l'ego. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire je t'aime aux personnes que l'on aime. Au contraire, moi je le dis très 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 souvent. Mais j'ai découvert ça en fait. J'ai découvert le fait que quand on dit je t'aime, pourquoi on le dit en fait? Est-ce que ça vient vraiment du cœur? Alors souvent oui quand même, et heureusement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu une part de notre mental qui cherche à rassurer l'autre ou qui cherche à nous rassurer nous-mêmes? Voilà, c'est la petite subtilité aussi que j'ai découverte à travers cette nouvelle relation. Voilà, donc nous avons passé 5 semaines assez incroyables et je crois que l'un comme l'autre, on s'attendait vraiment pas à ça. Et à partir de là, bah voilà quoi, il y a quelque chose de nouveau dans ce lien qui s'est révélé et quelque chose de nouveau au niveau personnel, mais aussi au niveau de notre couple en fait. Mais bah, au bout des 5 semaines, il a fallu rendre cet appartement puisque de toute façon, moi je ne pouvais plus assumer ma part et puis lui, ça commençait à devenir compliqué pour lui aussi. On a vendu tout ce qui était à l'intérieur, donc ça a été douloureux et difficile, mais c'était nécessaire et ça on le sentait. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi nous avons été amenés, voire un peu poussés, forcés à faire ça, parce que moi j'ai résisté très 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 longtemps pour le rendre cet appartement. Mais je sais que si nous avons quelque chose à construire tous les deux, eh bien ce n'est pas là-bas dans cet appart en Tunisie. Je ne sais pas quoi exactement encore, mais je suis dans une immense confiance parce que je sais que quoi qu'il arrive, si nous nous laissons guider par le cœur et non par nos peurs, eh bien nous allons chacun vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Et qui sait, ce mieux, nous le vivrons peut-être ensemble. J'en viens au titre de cet épisode. Donc si je l'ai intitulé Une histoire d'A, eh bien c'est parce que cela a commencé par une histoire d'amitié, et puis ensuite l'amour est arrivé, donc au début un amour égotique, mais qui a évolué vers un amour inconditionnel, et aujourd'hui, eh bien, on sent que ce lien de toute façon entre nous est indestructible, quoi que l'on fasse. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de l'alliance entre nos deux âmes. Donc une histoire d'A, qui veut dire une histoire d'amitié, d'amour et d'alliance. Et c'est vraiment cette alliance entre nous qui me permet d'être sereine et confiante pour nos avenirs respectifs et qui sait, pour un avenir en commun. Et si je t'ai partagé mon histoire, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre une histoire d'A. Je rencontre de plus en plus de femmes et d'hommes qui vivent quelque chose d'équivalent et qui se sentent déstabilisés, perdus face à une telle expérience. Peut-être que toi-même, tu as vécu ça ou tu vis ça. Peut-être que tu connais quelqu'un autour de toi qui vit ça. Et je pense que c'est important d'en parler, c'est important de dire que oui, ça bouscule, oui, ça chamboule totalement notre vie, mais c'est un vrai cadeau et que en comprenant certaines choses avec le cœur, eh bien, on peut vivre cette expérience avec, je dirais, toute la magnificence que ça amène. Je pense aussi que ce type de relation vient nous apprendre à passer d'un amour égotique avec des peurs, des attentes, des besoins que l'on va satisfaire chez l'autre, des blessures qui se réveillent constamment, à un amour inconditionnel, où on se sent libre, on se sent lié à quelque chose de divin, de sacré, et où on porte ce sentiment de sécurité et de paix intérieure. Et pour moi, c'est vraiment ce dont notre société a besoin aujourd'hui pour sortir de cette impasse. Donc c'est pour ça que je prends le temps de te raconter toute cette histoire. Cet épisode, il est beaucoup plus long que d'habitude, mais je pense que c'était vraiment important que je te fasse part de tout ça et de l'évolution, de comment j'ai traversé cette histoire, de cet inconnu aussi vers lequel je me dirige parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer par la suite, mais en même temps, dans mon cœur, je sens cette certitude. Donc c'est ça que je voulais te dire. Je voulais te dire aussi que nous ne sommes pas habitués à vivre l'amour de cette façon-là. Et pourtant, à mon sens, aujourd'hui, c'est comme ça que l'on devrait le vivre. Et tu sais,
aimer inconditionnellement, ça s'apprend. Parce que même si nous sommes nés en aimant de cette façon-là, eh bien la société nous a totalement désappris à le faire. Donc ça tombe bien, parce qu'ici, je vais te partager tout ce qui pourra t'aider à faire ce chemin, à réapprendre à aimer inconditionnellement, à te reconnecter à cette vibration qui sommeille en toi. Bien sûr que je ne suis pas encore au bout du chemin, mais comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, je serai celle qui marchera devant toi et qui te soutiendra dans les moments peut-être un petit peu plus difficiles, parce que oui, moi je pense vraiment que c'est cet amour inconditionnel qui peut nous sauver, tous individuellement, mais aussi collectivement. J'espère que cet épisode t'aura permis d'apprendre à mieux me connaître et de comprendre pourquoi je suis là derrière mon micro à te parler d'amour, mais aussi pourquoi aujourd'hui c'est devenu vraiment ma mission de vie. Alors go, yalla, si tu vis une situation similaire ou si tu as été touché par cet épisode, si tu sens que cela peut aider une personne de ton entourage, n'hésite pas à le partager à tes proches. Et si tu veux échanger avec moi, eh bien le meilleur moyen c'est un petit message privé sur Instagram ou Facebook, ou alors un mail nathalie.neofim@gmail.com ou en réponse à la fameuse newsletter à laquelle tu peux t'inscrire sur mon site. J'ai été très heureuse de partager cette histoire avec toi. C'est la première fois que je la raconte avec autant de détails à un micro, que je la partage à des inconnus, mais quelque part, est-ce qu'on est vraiment des inconnus ? Pour moi, on est tous reliés, donc voilà, cette histoire, ça peut aussi être la tienne, ça peut être celle de personnes qui t'entourent, donc j'ai été très heureuse de partager ça avec toi. Je te souhaite une très belle journée, je t'envoie beaucoup d'amour et surtout, prends bien soin de toi.